Bonjour à tous, nous voilà de retour pour un nouveau numéro de Carrément, avec encore une fois un programme fort copieux, qui va même nous mener à pousser les portes d'une maternité. Mais avant tout, voici la rubrique L'un et l'autre, toujours le même principe, un sujet, deux intervenants, quelques questions et nos caméras pour tout capter. L'un s'appelle Stéphane Gaillet, l'autre s'appelle aussi Stéphane. L'un est médecin et conférencier, l'autre est propriétaire d'un CBD shop. Les deux papotent d'un sujet dont on parle de plus en plus en France, la légalisation du cannabis. C'est quoi les vertus médicales du cannabis ? Les propriétés médicales, c'est-à-dire d'intérêt thérapeutique, les plus connues sont les propriétés antalgique, qui diminuent la douleur. Et cet effet est connu depuis le 19e siècle, en fait. C'est le THC qui a cette propriété. Voilà. Dans certains cas, c'est le seul produit qui va soulager des violentes douleurs. Et on a ça, par exemple, dans la sclérose en plaques ou dans la fibromyalgie. Il y a également un effet orexigène, c'est-à-dire qu'il stimule l'appétit. Or, dans l'arsenal thérapeutique français, on a très peu de médicaments qui sont capables de vraiment stimuler efficacement l'appétit, et il va éviter également les vomissements. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui sont sous chimiothérapie. Je vais ajouter, il y a un effet également qui est intéressant chez les mêmes malades, c'est un effet anxiolytique. C'est ce qu'on va rechercher parfois dans l'usage récréatif. Pour utiliser de façon quotidienne le CBD, effectivement, j'utilise de l'huile chargée en cannabidiol de synthèse. Sans THC. Et qui m'apporte effectivement ce côté anxiolytique. Vous voyez, vous me l'apprenez. Voilà. Ouais. Un contrôle étatique avec des taxes n'est-il pas d'avance voué à l'échec ? Si effectivement on rentre le cannabis au même titre que le tabac, là forcément on va avoir pas des taxes mais des surtaxes. Il y a un exemple qui est très probant en Belgique. Le CBD est taxé comme le tabac. Pour le coup, on arrive sur des tarifs à la vente qui sont jusqu'à 3 fois plus chers que le marché noir. Tout ça pour ne pas avoir de THC, donc clairement, ça ne solutionne absolument rien. Aujourd'hui, une légalisation et non une dépénalisation serait intéressante. Oui, parce qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Il y a des pays qui ont adopté la dépénalisation. Et ils le regrettent aujourd'hui, si on parle des Pays-Bas. C'est une semi-mesure, voilà. C'est ça, tout à fait. Et puis d'autres qui se sont engagés dans la voie de la légalisation. C'est ça. Il ne faut pas, pour moi, à mon sens, autoriser le cannabis à fumer, même en récréatif. Ah oui, pour vous, c'est clair. Ouais. Bon, on sait que c'est beaucoup plus cancérigène que le tabac, mais en fait. Parce qu'on va passer par une combustion. C'est extrêmement toxique. Alors qu'il y a d'autres moyens, comme la vaporisation, comme on dirait une cigarette électronique. Avec la toxicité en moins. Sans la toxicité, en fait. Puisque, effectivement, on va extraire l'humidité et, par voie respiratoire, on va inhaler, comme faire une décoction au-dessus d'un bol avec des huiles essentielles. Quelle est la plus grosse idée reçue autour du cannabis ? Alors, je pense que la plus grosse idée reçue, c'est que c'est une drogue douce, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'est pas dangereuse. Alors qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que le cannabis a une forte toxicité, essentiellement pour le cerveau. Ça provoque des troubles de la mémoire, d'abord réversibles et ensuite irréversibles, quand on prolonge l'utilisation, mais à forte dose, attention. Tout à fait. Et sur un cerveau en développement, au même titre que l'alcool. Comme l'alcool, absolument. Voilà. On a établi une corrélation entre un usage chez l'adolescent, toujours, cerveau en développement, du cannabis à forte dose de façon vraiment très répétée, et le développement par la suite, 35, 40, 50 ans, d'une schizophrénie. Actuellement, ce que je ressens, si vous voulez, surtout dans le domaine de la santé, c'est une frilosité. Parce qu'il y a eu tellement de scandales sanitaires en France, le ministère de la Santé a très peur quand il décide quelque chose d'important comme la légalisation. Depuis 1974, vous allez me dire si je me trompe, les produits pharmaceutiques ne sont plus issus de la plante, mais issus de la génétique. C'est-à-dire qu'au départ,
la pharmacopée, c'est-à-dire l'ensemble des médicaments en médecine, viennent tous des plantes. Tout à fait. Ce sont des bactéries ou des champignons microscopiques que l'on utilise, qu'on va modifier génétiquement pour qu'ils deviennent capables de produire la molécule. Voilà comment ça se passe. Je le vois comme un perturbateur endocrinien. C'est une hypothèse que vous pouvez émettre. Les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. Oui. On entend le terme de légalisation encadrée. Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'on va avoir une période d'essai. On va commencer à utiliser le produit, alors soit médicalement, soit de façon récréative, et que ça va faire l'objet d'une surveillance stricte. Et c'est un petit peu, si vous voulez, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme un prisonnier qui est en liberté surveillée avec un bracelet électronique. Comprends-tu les gens qui ont peur d'une légalisation? Je pense que ces gens ont peur qu'il y ait une flambée, tout simplement, de la toxicomanie au cannabis, et que ça devienne une toxicomanie très, très prévalente. Ils ne connaissent pas l'état du trafic actuel, qui est d'une organisation, d'une puissance phénoménale. Tout à fait, c'est un lobby à part entière. Oui. Est-ce qu'il y a un risque d'encouragement à cette toxicomanie douce, entre guillemets? Sur une période transitoire, effectivement, le avant-après, il peut y avoir une accélération. Mais on l'a vu aux Pays-Bas, ce sont ceux qui consomment le moins. Ah oui? Tout ce qui est interdit est attirant. Forcément, oui. Voilà. C'est dans la nature de l'homme. Mais exactement. On continue ce numéro de Carrément avec la rubrique 240 secondes. Une carte blanche qui nous emmène cette fois-ci au commencement de tout, lors d'une longue nuit pleine d'émotions. En accueil 2, une patiente qui vient du CMCO parce qu'ils sont surbookés en salle et en chambre. C'est une prémipare à 40 semaines plus 6 jours qui a rompu sa poche depuis le début d'après-midi et qui a des contractions. Et là, je l'ai mis sous tracé. Elle souhaite une péridurale. Elle est de groupe négatif, une grossesse d'évolution normale. Ok. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas bien? Ah, ça c'est la décharge émotionnelle et souvent liée après la péri. Je vais vous réexaminer. D'accord? On va voir ce que ça donne. Alors, il y a un peu moins de contraction qu'avant. Je ne vous le cache pas. Mais vous bossez même quand il n'y a plus de contraction, vous. On est à 5 cm. Mais c'est très très bien. Et j'ai l'impression que votre bébé a plutôt pris le bon axe pour descendre dans le bassin. Merci. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour la nuit? Pour vous? Non. Au niveau des médicaments pour la douleur? C'est bon, j'ai tout. Et Raphaël, il va manger quand? À 20h. Ça se passe bien avec moi? Parfait. Nickel. Si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas. Sur les petits numéros de téléphone, c'est Sage-Femme 1, d'accord? Et pour Raphaël, si vous avez besoin de quelque chose de particulier, vous appelez la pouponnière. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Ça marche et vous m'appelez si besoin. Je suis pas loin. Merci beaucoup. Bonne nuit. Ouais. Je viens vous réveiller. C'est l'heure de l'examen. Eh oui, vous êtes à dilatation complète avec un bébé qui s'engage et quasiment pas loin. Alors on y va, vous prenez une grande inspiration et vous poussez fort en bas. Allez-y, tirez sur vos jambes et allez-y fort en bas, comme tout à l'heure. Allez-y, de toutes vos forces, de toutes vos forces, de toutes vos forces. Encore, 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 encore.
Allez-y, fort et longtemps, fort et longtemps, fort et longtemps. Très très bien. Vous soufflez bien. Et dès que ça revient, on y retourne. Allez-y, on y va, fort et longtemps, fort et longtemps, fort et longtemps, fort et longtemps. Encore, encore, encore. Vous m'écoutez bien quand je vous dis plus pousser, vous ne poussez plus. Encore un tout petit peu. Stop, ne poussez plus. Et voilà, c'est la tête qui vient de sortir. Et maintenant, on va... C'est encore un peu pour les épaules. Allez-y, on y va. Voilà, vous poussez tout doux pour les épaules. Votre bébé arrive. 2h57. Et bravo, félicitations. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Comment elle s'appelle, cette merveille? Petite Léonie. Léonie, bah bienvenue Léonie. T'es là maintenant. Au 310, la maman de Raphaël, c'est une deuxième part qui sortirait demain à J3 en précoce parce que c'était un bébé qui était né le soir. Il faudra faire les transmissions à sa sage-femme. C'est l'heure de donner la parole à notre invité du mois. En 2019, plus que jamais, les inégalités et les discriminations semblent toujours plus fortes dans notre pays, à tel point que la devise « liberté, égalité, fraternité » a l'air de s'évaporer peu à peu. Pour en parler, on reçoit Pascal Tisserand. Bonjour Pascal. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur le plateau de Carrément. Tu es enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine à Metz et ta spécialité, c'est la gestion de l'égalité, la non-discrimination. C'est un vaste programme. Qu'est-ce que c'est ton boulot ? Oui, c'est effectivement de mener des enseignements et des travaux de recherche dans ce domaine, mais depuis 4 ans maintenant, j'ai aussi la chance d'être vice-président délégué à l'égalité et à la diversité pour l'Université de Lorraine, et donc de mettre en pratique toutes ces questions de diversité, la diversité qui est souvent vue comme une richesse, mais qui, dans les faits, pose souvent également des questions, des interrogations. Alors justement, discrimination, c'est un mot qu'on emploie souvent. Si tu devais le définir précisément et en quelques mots. Une définition couramment admise consiste à voir la discrimination comme un traitement inégalitaire et défavorable sur la base d'appartenance sociale. C'est un acte, c'est visible, c'est observable, c'est mesurable, ça se voit. Le fait d'être une femme, d'être homosexuel, en situation de handicap. Tu travailles sur toutes les formes de discrimination, de genre, de religion, d'ethnie, de santé. Est-ce que la liste est encore longue ? Effectivement, la liste des critères de discrimination est infinie. On pourrait même, par exemple, prendre le cas d'une classe d'élèves, envisager le traitement inégalitaire et défavorable entre les élèves du premier rang et ceux du dernier rang. Et donc, de ce point de vue, si effectivement l'enseignant traite différemment ces 2 rangs-là, on peut considérer, du point de vue des sciences humaines et sociales, qu'il s'agit d'une discrimination. D'un point de vue juridique, ça ne se tient pas, parce que ce critère-là, précisément, ne fait pas partie de la liste des critères visés par la loi. Dans la loi française, on en a 25, mais nos voisins luxembourgeois, dans leur loi, en ont 6. En Allemagne, il y en a 6, en Belgique, 19. Il faut aussi que cette discrimination s'appuie sur un domaine ou une situation visée par la loi, à savoir l'emploi, l'accès aux biens, aux services, l'éducation, etc. Est-ce qu'on n'est pas justement à un moment, donc tous discriminants ou discriminés ? Nous sommes toutes et tous auteurs de discrimination, et il est fort probable que nous le serons aussi à l'avenir. La discrimination s'inscrit dans des rapports de domination, ce qu'on observe fréquemment auprès des victimes de discrimination en termes d'effets délétères, d'atteinte de leur santé physique, psychologique, santé mentale. Pour reprendre le terme du racisme anti-blanc qui fait parfois polémique dans la société française. Ouais. Oui, il existe, mais il ne porte pas atteinte de façon aussi délétère aux personnes qui en sont victimes que le racisme classique. Mais alors, qu'est-ce qui nous pousse à être discriminants ? Chacun de nous a la discrimination qui sommeille en lui. Et cette discrimination n'attend finalement que des éléments dans le contexte pour se réveiller. La première étape étant ce qu'on appelle la catégorisation. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Nous avons besoin, et on nous apprend ça depuis le plus jeune âge,
à classer, ranger les individus, mais aussi finalement les choses. Mais la deuxième étape conduit à ce qu'on appelle le stéréotype. Et c'est ce qui peut nous amener, par exemple, dans la question de l'égalité ou des inégalités entre les femmes et les hommes, à exagérer parfois des différences entre les femmes et les hommes, à voir les hommes comme étant très différents des femmes d'un certain point de vue, et réciproquement, alors que finalement, on ne l'est peut-être pas. L'étape d'après, qui précède la discrimination, c'est le préjugé. Le préjugé, c'est le stéréotype auquel on va ajouter de l'émotion, un jugement. Et là, on bascule vers le comportement, vers l'acte, la discrimination. Nous avons toutes et tous quelque chose à gagner dans cette quête de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les hommes ont aussi à intervenir et à agir auprès de leurs pairs, auprès des dispositifs et des actions, des discours qu'ils tiennent, pour casser un petit peu cette culture du sexisme. Bon, le travail doit être fait aussi beaucoup avec les générations futures, j'imagine. En ce qui concerne la question des générations futures, je pense que les actions véritablement à mener, elles dépendent de la volonté politique. Il faut vraiment que tous les politiques, à tous les niveaux, toutes les personnes qui sont en situation de responsabilité, l'enseignant dans sa classe, le contremaître dans une équipe de travail, etc., soient amenés à s'interroger sur ces questions-là. Je nourrissais, il y a encore quelques années, un doux rêve qui était celui de se dire que finalement, être en charge des questions d'égalité et de responsabilité, c'était une fonction qui devait être amenée à disparaître. Au bout de quelques années, finalement, l'organisation, elle a appris elle est autonome par rapport à ça et elle n'a plus besoin d'un ou d'une responsable en charge de ces questions-là. Mais les années passant, je crois que le travail est sans cesse à renouveler et à reconduire. Donc, de ce point de vue, je suis un petit peu pessimiste. Si je te dis liberté, égalité, fraternité, est-ce que cette devise a encore un sens ? Oui, bien sûr qu'elle a un sens. Mais l'égalité, elle renvoie à plusieurs choses. Et cette égalité-là, qui est gravée sur le fronton de nos mairies, c'est l'égalité de traitement. Et la question de la discrimination, elle pourrait renvoyer à une autre égalité, qui est celle de l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est reconnaître que, eh bien, finalement, tout le monde n'a pas eu la même chance au départ. Merci beaucoup, Pascal, de ta présence sur notre plateau. Merci à toi. Les aventures de Siegfried et Ixion dans les mystères de l'Est prennent chaque mois une tournure de plus en plus incroyable. Que va-t-il se passer ? Que nous réserve-t-il ? La réponse, tout de suite. Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Mais mes émissions dérangent parce qu'elles déterrent des informations que certains préfèrent garder cachées. Récemment, j'ai été enlevé par un groupe non identifié qui a voulu me faire taire et m'empêcher de révéler les mystères de l'Est. Comme vous le savez, ceux qui m'ont kidnappé ont essayé de m'effacer la mémoire et précisément tous mes travaux autour des mystères de l'Est. Ouais, mais je t'ai retrouvé et grâce à moi, tu te souviens de tout. Oui, bah, je me souviens surtout de ce que tu m'as fait dans ta cave. Hein ? Ouais. Ouais. Ouf. Mais alors, qui a souhaité me faire taire ? Suis-je toujours en danger ? Oui, et moi aussi, du coup. Tu les fais pas tout seul, les émissions. Oui, bah toi aussi, si tu veux, oui. C'est pour ça que je te dis qu'il faudrait mieux qu'on aille voir les flics. Mais non, mais les flics, des types comme ça, ils sont infiltrés partout dans l'armée, la police. On peut faire confiance à personne. Ils sont bons, hein. Enfin, ils sont doués, quoi. C'est pour ça que je sais que l'organisation qui est responsable de mon enlèvement ne peut être qu'une société secrète. Ah bah oui. On pense toujours qu'elles ne sont que le fruit d'esprits complotistes. Mais les sociétés secrètes existent bel et bien. On en trouve partout dans le monde et forcément aussi dans le Grand Est. J'ai fait mon enquête. Les premières sociétés secrètes apparaissent dès l'Antiquité et avaient surtout des objectifs religieux. Mais dès le Moyen-Âge, elles deviennent politiques, révolutionnaires, conspirationnistes ou criminelles. On pense bien sûr aux mafias, mais il existe des organisations bien plus occultes. Les francs-maçons. On a beaucoup parlé d'eux dans cette émission. Oh que oui. Non mais là, faut pas que tu parles, on est en voix off, là tu peux pas m'interrompre. Ah oui, pardon.
Il existe dans le Grand Est des dizaines de loges maçonniques réparties sur tout le territoire. Charleville-Mézières, Nancy, Metz, Strasbourg. Même à Épinal? Bah oui. Cette association qui se dit essentiellement philosophique et philanthropique regroupe aujourd'hui plus de 175 000 membres rien qu'en France. Dans la région, plusieurs hommes célèbres ont été francs-maçons, comme Jules Ferry et Auguste Bartholdi, auxquels on s'était déjà intéressé. On l'avait vu, leur but commun est censé être le progrès de l'humanité. Ils se sont opposés au pouvoir de la monarchie et des religions, ont joué un rôle dans la bataille de Valmy et ont contribué à la naissance de la République en France. Aujourd'hui, ils sont répartis en plusieurs obédiences et leurs objectifs ne sont plus très clairs. Ah si, ils veulent monter des murs. Quoi? Puisque c'est des francs-maçons. Ok, j'arrête. Au contraire, un autre groupe, plus discret, a des objectifs clairs et plus ambitieux. Les Illuminati. Descendants d'une secte allemande, les Illuminés de Bavière. Ils se croient détenteurs d'une connaissance supérieure et comptent des membres dans le monde entier. Infiltrés dans tous les milieux de pouvoir. Économie, politique, religion, culture. Leur but est simple, instaurer un nouvel ordre séculier. C'est-à-dire mettre en place, sans aucune guerre, un gouvernement mondial dont ils auraient le contrôle. On avait déjà parlé d'eux dans l'épisode de la Statue de la Liberté, qui est bourré de symboles Illuminati. Ah, c'est vrai, je me souviens. La flamme, tout ça, là. Ouais. Intéressons-nous maintenant à une organisation plus méconnue, la Société Thulé. Créée en 1918 en Allemagne par des hommes de pouvoir racistes et versés dans l'occultisme. Elle a directement inspiré Hitler et le nazisme, notamment en prônant l'existence d'une race supérieure, les Aryens. Leur penchant pour les avancées techniques correspond tout à fait avec le prototype que je sais être caché au fort du Simserov. Oui, mais qu'on n'a pas trouvé. Hein. Ou la volonté de créer des super-soldats entre deux guerres à l'hôpital civil de Strasbourg. À Grand, dans les Vosges, nous avions découvert que cette cité disparue abritait en fait le culte d'Apophis, dédié au dieu égyptien du chaos et du mal, et que tous ses adeptes avaient été chassés ou tués par les villes alentours. J'ai aussi étudié d'autres organisations. Le collectif Anonymous. Ces hackers politisés ont une cellule très active en Lorraine, à Nancy. Il y a aussi de nombreuses sectes en Champagne-Ardenne, comme le Cercle du Graal, ou cette secte d'origine japonaise à Troyes, les membres de Tsukyo Mahikari, qui veut dire lumière de vérité. Eh ben ça en fait des suspects. Hein. Ouais. C'est qui alors? Ben moi je pense qu'au final, c'est aucune de ces sociétés secrètes qui est responsable de mon enlèvement. Ça valait le coup alors. Bah ouais, ça valait le coup. Oui, parce que pendant mes recherches, j'ai découvert les traces d'une organisation dont les objectifs sont encore plus obscurs. Une société tellement secrète qu'elle ne porte même pas de nom. Et comment on va les retrouver alors si elle n'a pas de nom? Eh bien justement, lors de mon enquête, j'ai échangé avec un homme qui dit être membre de cette société. Sérieux? Et il a accepté de me rencontrer. Ah cool. Ah, juste par contre, ouais. Tu filmes pas son visage, hein, parce qu'évidemment il faut qu'il reste anonyme. Hein. Ouais. Et au montage, on bidouillera sa voix et on mettra des flous un peu partout. Hein. Oh, ça fait du boulot ça. Et aussi, toi tu filmes. Hein. Ouais. Non mais je veux dire, tu poses pas de questions, tu parles pas. Hein. Non, c'est bon. Alors il est pas là ton gars? Ah. Bonjour. Ah. Bien sûr, il habite au 4e. Comment vas-tu? Alors, on aurait pu prendre l'ascenseur là. Mais non, ça toujours en panne. Ouais, mais moi aussi je peux tomber en panne. Hein. Je t'assure. Hein. C'est là. Monsieur Christopher? Ah. Monsieur Christopher? C'est où là? C'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Christopher? Attends. C'est Siegfried? Attends, mais Siegfried là, c'est. Siegfried, qu'est-ce qui se. Oh merde! Oh mais qu'est-ce qui se passe là? Attends, non mais. Mais non mais. Non mais attends, mais là. Tout est lié. On peut pas rester là, c'est. Qu'est-ce qui lui arrive là?
Bon, tu vas encore m'en vouloir longtemps? Non, mais je t'en veux pas du tout, pas du tout. Arrête, t'es tout tendu, je vois bien que t'es tout tendu. Mais franchement, ça se fait pas, quoi. Mais je suis désolée, j'ai dit. Je t'ai dit, tu peux tout me faire, mais pas ça. Eh ben, je le referai plus. Voilà, je promets. Oui, tu promets quoi? Je promets de couper mon micro quand je vais aux toilettes et que t'as le casque sur les oreilles. Voilà. Ah, merci, parce que je suis pas bien, là. Je Non, suis pas mais bien. allez, non, mais j'étais pas prêt pour ça. Vraiment pas prêt. Non, mais c'est humain, hein. Tout le monde fait ça.